après, t'as Wenger qui appelle mon agent. C'est un peu un philosophe. Tu rentres chez toi, tu dis qui est-ce qui m'a dit C'est pour Tottenham. C'est un scandale. Regarde, même respect. Il y a ton pote Aubameyang qui t'y rejoint. J'étais le premier à le critiquer avant de le connaître. C'est vrai? Quand il est arrivé, je l'aimais pas. Diego Costa, il a déjà joué à l'Atlético. Pendant une semaine, on n'a plus de nouvelles du club. Il y a un peu de dégoût qui s'installe. Ah, quand même. Très très compliqué. Karim Benzema qui a laissé une trace. Forcément, on s'attend à ce que le prochain, ça soit le même calibre. Le chouchou des coachs, Cacré. Ouais. Salut à tous, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, on est à Lyon, aux côtés d'un sacré monsieur de notre Ligue 1, Alexandre Lacazette, vous l'avez reconnu. Alex, comment tu vas? Ça va, merci. Ouais. J'ai plein de questions à te poser. Je sais pas si tu connais l'émission, mais je suis quelqu'un d'assez curieux. J'aime beaucoup connaître le côté humain plus que l'athlète. L'athlète, c'est bon, je le connais par cœur. Je l'ai vu encore et encore, mais j'ai pas mal de questions sur toi et comment tu as ressenti les choses. Donc, on va parler d'actu, très peu, mais on va le faire, promis. Tu reviens dans une situation un peu compliquée cette saison. On a vu Corentin qui s'était exprimé après une défaite pour expliquer que c'était très compliqué pour lui en tant que Lyonnais de voir le club dans cette situation. Est-ce qu'il y a une fierté particulière? Parce que je sais que tu aimes te battre dans l'adversité, t'es pas du genre à baisser les bras. Est-ce qu'il y a une fierté qui est encore plus grande de revenir aider son club de cœur dans un moment compliqué ou est-ce qu'on se dit ça aurait été mieux si tout roulait? Non, forcément, on aurait préféré que de jouer le haut tableau. Ça, c'est sûr, mais maintenant, la réalité est qu'on est tout en bas et que l'équipe a besoin de nous pour s'en sortir. Et au final, je pense que quand on se sortira, on nous retiendra aussi comme des combattants, même dans la difficulté. Il y a de la fierté d'être là pour supporter le club maintenant, pour supporter Lyon maintenant, plus que dans un moment où on est de passage alors que ça va. Est-ce que ça compte dans ton histoire avec le club de faire ça? Oui, je pense que ça compte parce que cette saison, à mon avis, elle restera mémorable parce qu'elle a beaucoup de stress pour que ce soit les joueurs, les salariés ou les supporters. Donc, au final, quand on le fera, on sortira grand et on ne nous oubliera pas. Je suis dans cette émission habitué à revenir sur le passé, retracer votre parcours, c'est ce qu'on va faire tous les deux. Je t'emmène au tout début, on est toujours à Lyon, mais je t'emmène à ton tout début de carrière. J'ai reçu pas mal de Lyonnais dans cette émission, pas mal de Lyonnais qui m'ont parlé de leur début dans un club qui était en train de briller ou dans un club qui sortait de l'épopée des titres, c'est ton cas. Parle-moi un petit peu de ce qu'on ressent quand on est un tout jeune joueur et qu'on débarque dans ce club qui a cette envergure-là, mais qui a quand même perdu sa couronne. Est-ce que c'est facile d'entrer dans le monde pro dans ce contexte? Non, c'est très très compliqué. Qu'est-ce qu'il y avait de très compliqué? Tu rentres dans un club, dans une équipe où il n'y a que des grands joueurs, de gros égos. Karim Benzema qui a laissé une trace, qui est un joueur qui vient du centre de formation, donc forcément on s'attend à ce que le prochain, ça soit le même calibre. Je dis Benzema, mais il y a Ben Arfa, Loïc Rémy, que des bons joueurs, donc ça donne une pression supplémentaire aussi. Et il faut réussir à se faire sa place tout en respectant les anciens, mais en étant assez montré du caractère aussi. Donc souvent, c'est là où ça crée un peu un problème, c'est de réussir à s'affirmer et sans se laisser écraser non plus. Il y a un déclic dans ta tête parce que, alors de l'extérieur, on sent jamais une pression. Tu fais ton premier match sous les ordres de Claude Puel, 2009-2010. Derrière, il y a une saison où tu es un peu plus dans le groupe, où tu fais 11 matchs et on sent que tu es un peu plus intégré par la rotation et ce vestiaire-là. Il y a un déclic qui fait que pour toi, ça y est, ça marche, on se débarrasse de cette pression ou elle est toujours sur ton dos, elle est toujours présente? Non, je me sens de mieux en mieux dans le groupe. Je pense aussi les joueurs, ils m'ont accueilli de plus en plus, ils ont vu de quoi j'étais capable. Ils ont réussi à me donner pas mal de confiance pour que je puisse me libérer totalement. Parce que de base, je suis quelqu'un de très timide, donc c'est ce qui a pu me faire défaut. Mais je pense surtout le fait aux entraînements de montrer de quoi j'étais capable, ça a permis aux anciens de m'intégrer plus. Il y a cette légende qui vole au-dessus du club, qui dit que pour réussir à Lyon, faut être du cru, faut être de Lyon. On a l'exemple Rémi Garde, on a l'exemple Bruno Genesio, on a ton exemple, il y en a plein. Il y a Rémi Garde qui arrive,
et on a l'impression que la confiance qu'il te donne, elle est immédiate. Alors, vous vous connaissiez d'avant. Qu'est-ce qu'il te dit au moment où il prend la direction de l'équipe première pour te mettre dans de telles dispositions? Parce qu'en termes de nombre de matchs, on passe pas de rien, parce qu'il y avait quand même des matchs dédiés, mais il y a une sollicitation de presque tous les instants. Qu'est-ce qu'il te dit? Déjà, il est très honnête. Honnête, il me dit mes défauts, mes qualités, ce qu'il attend. Il sait que j'étais pas quelqu'un de très endurant, donc il va falloir beaucoup travailler. Et ça c'est pas que un match, c'est aussi chaque jour à l'entraînement. Honnête aussi, il me dit je vais faire des mauvais matchs, mais ça veut pas dire que je serai le pire joueur au monde, ça veut dire qu'il faut continuer à travailler pour montrer le week-end d'après que c'était une erreur. C'est ce genre de petites conversations, des fois qui durent 2-3 minutes au bord du terrain, qui donnent confiance et qui donnent envie de donner chaque jour en fait. Tu m'as parlé de ta timidité, tu m'as parlé de la comparaison avec les plus anciens qui avaient brillé avant toi. Tu m'as aussi parlé du fait d'une concurrence importante. L'adversité la plus grande pour un joueur de cet âge-là qui débarque dans le monde professionnel dans un tel club, c'est quoi? C'est ce que tu m'as cité avant, il y en a une autre. Est-ce que toi, tu as dû gommer ou lutter dans ton jeu, dans ta mentalité pour y arriver? Faire face à la pression peut-être? Ouais, c'est la pression qui était plus dure. Ouais, faire face à la pression des supporters, parce que comme j'ai dit, le club sort de 7 fois champion de France, des demi-finales de Ligue des Champions, donc Ouais. ils s'attendent à un joueur offensif. Pour eux, c'est le joueur offensif de Lyon, il a cette caractéristique, il doit marquer tant de buts, etc. Donc c'est là qu'il y a de la pression, il faut répondre présent. Puis aussi, à cet âge-là, on n'a pas envie de décevoir la famille, donc on a toujours envie de se donner à fond. Et quand des fois ça ne marche pas, on se met nous-mêmes une propre pression, alors que mon père il m'a jamais mis aucune pression au niveau football, quoi. Dans ton enfance, t'es loin du projet Mbappé dont on parle aujourd'hui, ça cette existe caricature pas. un peu, t'es Dans pas, ma famille, pas ça du tout n'existe là-dedans. pas. Ça. D'accord, ok. C'est prendre du plaisir et amuse-toi. C'est toujours le cas? Oui, toujours. Super. Il y a, on a parlé de Rémi Garde, mais le moment où si je puis dire, tu pètes vraiment, c'est sous Hubert Fournier, si je dis pas de bêtises. Il y a cette fameuse deuxième place, mais il y a aussi cette saison où tu prends vraiment place dans l'axe et t'es monstrueux. Il y a but sur but, on commence à beaucoup parler de toi pour l'équipe de France notamment. On va y revenir à l'équipe de France parce que j'ai pas mal de questions sur le sujet. Là, le déclic, c'est quoi? Parce que tu passes d'un joueur à suivre, intéressant avec des stats, mais en devenir, à patron d'une équipe, en tout cas sur le secteur offensif. Tu es vraiment le joueur qu'on suit offensivement du côté de l'OL. C'est quoi le déclic dans la tête qui fait que ça y est, tu voles? Déjà, il y a beaucoup de joueurs confirmés qui ont quitté le club. Oui. Donc moi, je deviens pas l'un des anciens, mais un des joueurs qui a un peu plus d'expérience. Il y a surtout l'équipe qui joue pour moi. C'est indéniable. Tous mes partenaires ils faisaient en sorte de me mettre dans les meilleures dispositions pour que je marque et que je fasse gagner l'équipe aussi souvent que je pouvais. Et, je pense que c'est surtout ça. Puis il y a le travail aussi. J'ai appris à beaucoup travailler devant le but, reconnaître les situations et travailler mes points faibles. Ce qu'avant, peut-être, je ne voulais pas faire en pensant que j'allais perdre ma confiance. Mais en fait, c'est que comme ça que j'ai réussi à progresser. C'est quoi les points faibles? Parce que surtout quand tu étais en première ligue, hein, moi je t'ai beaucoup suivi là-bas. Mais buteur, passeur, joueur technique, c'est décrocher, c'est prendre la profondeur. C'est quoi les points faibles à travailler quand on a tout ça? Si tu as loupé 4 passes, tu vas travailler pour réussir tes 4 passes. Tous les types de contrôle. Parce que pour moi, je pense que la base du football, c'est réussir son contrôle. Parce que ça aide à enchaîner plus facilement. Des situations, le pied faible, toujours le pied faible. Parce que je pense qu'il a beaucoup de joueurs qui ne le travaillent pas aussi bien qu'ils devraient. Et le pied faible, ça aide beaucoup dans le foot moderne. Et ça, tu l'apprends au fil des années à l'OL? C'est pas dans la formation? Je comprends que c'est vraiment plus important que ce qu'on m'avait appris en jeune. Okay. Donc en jeune, on te le dit. Ouais. Mais je pense moi, ça m'a survolé. Et après, en pro, tu vois qu'en fait, le pied faible est important parce que le défenseur en face, il est intelligent. Il veut t'emmener sur ton pied faible. Et quand tu y es, faut que tu trouves la solution. D'accord. Ok. On a parlé du départ de certains joueurs importants. J'aimerais que tu me parles un peu du vestiaire.
j'ai de l'extérieur, parfois, en tant que fan de foot, eu écho de à Lyon, quand t'es pas de Lyon, c'est compliqué de briller parce que dans le vestiaire, c'est compliqué. À cette époque-là, je parle pas d'aujourd'hui, je parle de cette époque-là. Est-ce que ça tient, cette explication-là, qu'une alchimie fait que quand on n'est pas de l'OL, on est un peu exclu à ce moment-là de votre parcours, même si c'était pas volontaire et que ça s'impose, enfin, ça se mettait en place naturellement. Est-ce que toi, tu l'as ressenti? Tu as été, comme tu l'as dit, un joueur très important de ce vestiaire-là. Tu as senti une mise à l'écart ou pas? Non, après, je pense le souci de cette période, c'est que on était dans un vestiaire où il y avait beaucoup de Lions de la même génération. Ouais. Donc, il y avait le gardien, Anto Lopez, 90, et Coco, 94. Donc, sur 4-5 ans, on se rejoignait. Et forcément, on avait les mêmes intérêts. Mais quand on représente pas loin de la moitié du vestiaire, c'est pour ça que ça donne cette impression. Mais selon moi, c'est pas vrai parce que même Jérémy Morel, quand il a signé au club, il a dit, mais en fait, vous êtes tranquille, les Lyonnais, il n'y a pas de... Si lui le dit. Ouais, il n'y a pas de problème. Il venait de Marseille, il avait Ouais. des a priori sur nous, et en fait, tout s'est bien passé. Valbuena, C'est ce que j'allais dire, Mathieu c'était aussi. super bien avec lui. Encore maintenant, on s'entend bien avec lui. Donc, D'accord, donc c'est pas il n'y a pas d'exclusion, il n'y avait pas non, d'exclusion particulière, après, il y a c'est eu une des question embrouilles de d'alchimie. vestiaire comme il y en a de partout, et D'accord, c'est tout. d'accord. Bon, j'ai parlé de ton éclosion. Il y a la saison 2014-2015. Je ne sais pas si elle résonne particulièrement dans ta tête, mais c'est près de la trentaine de buts en championnat. C'est la saison où tu es meilleur buteur du championnat de France pour la première fois. Parle-moi de ce qui se passe à ce moment-là. Lyon a toujours ce projet d'être dans le top 3 de France, donc de rester européen. Toi, légitimement, tu commences à plus que frapper à la porte de l'équipe de France. On commence même à dire que c'est un scandale que tu n'y sois pas encore. Comment ça se passe dans ton esprit à ce moment-là? Est-ce que la possibilité de quitter ton club formateur commence à germer dans ton esprit ou pas encore? Non, pas encore. À quel moment elle vient? C'est à l'issue de la saison 2015-2016. Là, je me dis peut-être que on peut commencer à penser à autre chose. Moi, de base, je voulais faire ma carrière à l'OL. Ok. Et après, en jouant dans d'autres pays, en voyant d'autres choses, tu dis, bah, pourquoi pas tenter l'aventure quelque part d'autre. Puis en même temps, je parle avec Sam Titi, qui est au Barça, qui m'explique que c'est différent. Ça donne envie. Donc, tu dis, ouais, pourquoi pas tenter une aventure avec ça. Mais c'est pas c'est plus en 2016 que je commence à y penser. Et les sollicitations, s'il y en a, elles te font pas réfléchir. Elles te disent pas Non. encore qu'il est temps d'aller voir ailleurs. Non, pas vraiment. Il n'y avait pas de très grands clubs, ou alors c'était plus des intérêts plutôt qu'une offre qui aurait pu peut-être me faire réfléchir. D'accord. Après, mes agents, ils savaient que je voulais encore être à Lyon, donc j'étais pas pollué par ça. Donc tu me parles de l'issue de la saison 2015-2016. Ouais. Il y a encore une saison derrière où tu restes au club. Il y avait une vraie volonté de partir à ce moment-là qui ne s'est pas concrétisée pour diverses raisons, ou juste la possibilité qui t'aurait plu ne s'est pas présentée? Non, c'est à l'issue de la saison, je pense, pour partir à Lyon. L'année d'après. Ouais. D'accord, ok. Quand tu pars à Arsenal, il y a ce fameux non-transfert à l'Atlético. Alors l'Atlético, on va remettre le contexte. L'Atlético est puni par la FIFA pour des mauvaises gestions, on va dire ça comme ça, de transfert de joueurs mineurs. À quel point c'était fait ça? Est-ce que c'était aussi fait que ce qu'on dit? Et si c'est pas le cas, à quel point c'était fait? Si, c'était fait. Donc, je les avais rencontrés durant la saison, en mars, je crois, 2017. J'étais allé là-bas, tout visiter, le stade qui était encore en construction. Tout était prêt, les contrats étaient prêts. Ils attendaient juste la décision de la FIFA, je crois, c'était. Non, il me semble que c'est la FIFA, oui. Et en fait, la décision, c'était pas du tout ce qu'ils s'attendaient. Ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient recruter dès l'été. Et à partir de là, pendant une semaine, on n'a plus de nouvelles du club, ce qui est assez bizarre. Et après, ils nous disent qu'ils devaient nous prendre Diego Costa et moi, en fait. Mais moi, je vais coûter plus cher et ils savent pas comment je vais m'adapter. Diego Costa, il a déjà joué à l'Atlético. Donc pour eux, c'était un choix plus logique de prendre lui plutôt que moi. Ce que je comprends aussi. Euh,
Et dans la foulée, vraiment, je crois, quelques jours après, tu as Wenger qui appelle mon agent. C'était après une sélection d'équipe de France, il voulait me rencontrer, on s'est rencontrés à Paris. Donc, t'as rebondi direct Ouais. ou il y a un temps de latence un petit peu pour digérer ça? Non, c'est sur la semaine où ils donnent plus de nouvelles, tu commences à déjà les détester en fait. Ok. Parce qu'au lieu d'appeler et dire bon la réalité c'est ça, on peut plus le faire, au moins je suis au courant, vous êtes honnête et on avance. C'est le fait de plus avoir parlé pendant une semaine, il y a un peu de dégoût qui s'installe. Ah, quand même. Mm. Ok. L'année d'après, j'y viens. Arsenal, certes, mais quand ça devient concret, quand il y a l'approche de quitter ton club formateur et que ça devient très, très sérieux, comment on se sent quand on a un joueur de foot et qu'on a connu que ça? Parce que certes, toi, c'est ton club formateur, mais c'est aussi ta ville natale. Tu as toujours vécu là. Mm. Ça fait flipper ou pas? Ouais. Moi, parce que moi, j'ai du mal à me mettre à ta place à ce moment-là. T'as flippé, ouais? Ouais, c'était il y avait de l'excitation d'aller dans un Arsenal, enfin mon club anglais que j'ai toujours aimé, Londres. Je crois que j'étais allé une fois pour visiter Big Ben et encore. Mais ouais, il y a la pression, tu dis, ah, là, tu rentres dans la cour des grands, le championnat, la pression, euh, le vestiaire. Je connaissais quelques joueurs par rapport à l'équipe de France. J'avais grandi aussi avec Francisco Klein en section de jeunes. Mais tu dis, tu vas arriver dans le vestiaire, il y a Mesut Özil, Alexis Sanchez, enfin, on ne sait pas comment ça va être. Je parle pas la langue, enfin, je comprends un petit peu, mais voilà. Donc, il y a plein de questions, mais en même temps, de l'autre côté, il y a l'excitation de se dire, je vais jouer en Emirates, euh, je vais jouer en Angleterre, à Manchester, à des grands stades, donc c'est un mix. Il n'y a aucun obstacle du côté du club dans le fait que tu partes. Il y a Non, pas de parce que mauvaise depuis le réaction. début, ça a bien été géré entre mes agents et le club. Il n'y a pas eu de coup dans le dos. Tout a été fait très tôt pour que le club puisse anticiper derrière. Le montant du transfert qui est à l'époque le record pour l'OL. Donc, le président là, il ne pouvait pas se plaindre. Enfin, Ouais, tout était bon pour tout le monde, quoi. d'accord. Bon, on l'a dit, il y a la peur de partir. Il y a l'adaptation à la première ligue. Je pense que tu es très bien placé pour savoir que c'est. L'adaptation dans n'importe quel autre championnat peut être particulière, mais la première ligue a ses spécificités qui fait que c'est plutôt difficile de digérer la première saison. Parle-moi de comment ça se passe pour toi, nouvelle culture, nouvelle langue, je sais pas. Enfin, vu les interviews, l'anglais avait l'air d'être déjà présent dans ton esprit, mais comment tu vis cette adaptation et cette découverte-là? Il y a un obstacle, une lacune, une difficulté particulière ou pas? Là, l'intensité des matchs, qui Ouais, était c'est vraiment. souvent ce qui revient. Ouais, parce que c'était pour moi le. En plus, mon premier match contre Leicester, les défenseurs centraux, ils font 1m90, 95 kilos. À peu près comme toi. Ouais, j'étais là avec mon 75 kilos, 60, 1m75, tout petit. J'essaie d'avoir le même jeu que j'avais à Lyon, mais forcément, ça passait pas. Les arbitres qui sifflent quasiment rien. En plus, je pense, vu que j'étais un nouveau, ils voulaient me montrer que ça se passe pas comme ça ici. Donc, il fallait s'adapter, être plus intelligent et jouer un peu différemment, quoi. Le coach, à l'époque, c'était Arsène Wenger. Il a un rôle particulier dans ton adaptation ou pas? Qu'est-ce qu'il te dit? Comment il te conseille? Et c'est un peu un philosophe. C'est-à-dire, il va pas te dire oui, fais pas ce déplacement ou fais pas comme si. Il va plus, je me rappelle d'une situation à l'entraînement où la porte elle est fermée. Et moi, je connais pas le centre d'entraînement, donc je force un peu, je comprends pas. Et il me dit, bah, si une porte est fermée, ça veut dire qu'elle s'ouvre différemment. Donc, en clair, pour me dire que si tu n'arrives pas de cette manière, réfléchis à comment tu peux y arriver. Parce qu'il y aura toujours un moyen d'y arriver. Donc, c'est plus ce genre de choses qui te font réfléchir. Tu rentres chez toi, tu dis, qu'est-ce qu'il m'a dit? Et en fait, c'est vrai que ce qu'il m'a dit, ça s'adapte pour pas mal de choses de la vie, c'est ça, pour tout. Et, mais après, ouais, il est dans le dialogue. Je pensais que c'était quelqu'un de très, très dur. En fait, non, il est très tranquille. C'est une belle découverte. Ok, bah cette découverte malheureusement elle dure pas très longtemps. Et quand j'ai préparé l'interview, j'avais plus dans l'esprit que c'était si court. En fait, c'est une saison que tu as en commun avec lui. Est-ce qu'au moment où tu signes, il y a une anticipation de ça? C'est abordé la possibilité qu'il s'en aille? Non, du tout, non. Ok,
Donc finalement, tu me dis si je me trompe, tu signes à Arsenal. Le projet, c'est jouer pour le coach qui a pas créé, mais bien accompagné ton idole Thierry Henry. Arsenal, retrouver la Ligue des Champions. À l'issue de la première saison, le bilan n'est pas hyper positif par rapport au point que je viens d'énumérer. Ouais. Comment tu apprends et comment tu réagis à son départ à lui? Après, je te dis, putain, enfin, il y a un nouveau coach qui va arriver, est-ce qu'il voudra moi? Est-ce qu'ils vont pas me vendre peut-être dans un club anglais, mais ceux qui font moins rêver? Ah, t'as cette crainte-là aussi? Oui, il y a toujours. Hein. Après, parce que moi, je suis rallye, je connais le football, je sais que d'une saison à l'autre, tout peut basculer. Tu peux faire une bonne saison selon toi, mais si un nouveau coach arrive, il t'aime pas, y a des enjeux financiers aussi. Enfin, je suis conscient de la réalité du football. Et en plus, tu lis les médias, les réseaux sociaux. Chaque été, moi, je devais partir dans n'importe quel club. C'est donc, vrai. C'est vrai. Ça rajoute aussi de la pression, des questions. Après une première saison que tu digères, alors je l'ai dit, il n'y a pas la Ligue des Champions. Il y a le départ d'Arsène Wenger. Et toi, tu viens de quitter ton club formateur et ta ville de toujours. Il y a Samir Nasri qui très récemment a dit une phrase sur Kylian Mbappé par rapport à sa situation au PSG en disant il y a le choix entre être prophète dans ton pays, dans ta ville, et être un lambda ailleurs. Cette idée-là, est-ce que tu as effleuré l'esprit ou pas quand tu pèses le pour et le contre, quand tu fais le bilan de ta première saison? Est-ce qu'il y a cette idée du à l'OL, j'aurais pu être un roi, entre guillemets, même si je pense que tu avais déjà en tête de revenir à la fin de ta carrière, mais ce n'était pas le cas. Est-ce qu'il y a cette idée-là de devenir un joueur lambda, la crainte de devenir un joueur lambda dans un autre club aussi grand? J'ai eu la crainte avant de venir en me posant la question, est-ce que je pars ou pas, est-ce que je reste Puis du coup, après, vu que j'ai pris la décision de partir et d'avoir une nouvelle expérience, du coup, ça m'a pas vraiment traversé l'esprit. J'ai plus eu les questions, genre, quand je voyais l'OL jouer, je disais, j'aurais pu me faire plaisir aussi dans cette équipe. C'est plus ce genre de truc. Mais non, j'ai pas eu la même réflexion que Samir a eu sur Mbappé. D'accord. Bon, vestiaire, Alexis Sanchez, Olivier Giroud, sur les 6 premiers mois, il y a Olivier Giroud. Il y a Mesut Ozil. On est tout de suite au niveau. On est tout de suite dans le ça c'est mon football, je suis à ma place, il n'y a pas de lacune, il n'y a pas de manque. Ou au contraire, ça va être galère de se mettre au niveau de ces mecs-là, il va falloir que je charbonne. On est dans la réalité du football où tu penses que t'es... Je dirais pas que t'es arrivé, mais tu crois que t'es un des... Comment expliquer? En les voyant jouer, je me suis dit, ah ouais, j'ai encore à progresser. Tu t'es dit qu'il y avait encore une marche? Ouais, j'ai encore à progresser. Donc on n'est pas arrivé, on n'est pas au bout du chemin quand on signe dans un club européen ou du niveau d'Arsenal. C'est ça. Ok, d'accord. Et on peut encore apprendre, parce que par exemple, Olive, il a un jeu totalement différent de moi. Il y a des choses où j'ai pu m'inspirer. Il y a des choses forcément je peux pas faire parce que son gabarit est un petit peu différent. Alexis Sanchez, pareil, il avait une grinta et une qualité technique aussi en dehors du commun. Après, Mesut Ozil et sa qualité de passe, de vision, j'ai même essayé d'en recopier, mais en voyant d'autres joueurs encore meilleurs que j'ai pu connaître à Lyon, c'est bien aussi de découvrir qu'on peut toujours progresser. Tu l'as dit, il y a du coup Unai Emery qui arrive. Je trouve personnellement que, et on le voit encore cette saison avec ce qu'il fait à Aston Villa, c'est un coach fascinant. Ça s'est pas forcément bien passé avec le Paris Saint-Germain, pas forcément bien passé non plus à Arsenal, où il y avait des frustrations, où les résultats espérés n'étaient pas en adéquation avec ce qu'il a obtenu. Et du coup, il a été limogé. Qu'est-ce qui fait que ça ne matche pas? Qu'est-ce qui fait, toi, avec le recul aujourd'hui, comment tu t'expliques que ce groupe, avec les qualités qu'il y avait, avec le coach qu'il y avait, que ça n'est pas pris? C'est une bonne question que je me suis longtemps posée. Est-ce qu'on était peut-être trop nombreux? Il y avait beaucoup de monde dans l'effectif. Il y avait beaucoup de joueurs. Je pense que c'était une situation où le club était... on avait marre de ne pas rivaliser avec le haut et cette pression, je pense qu'elle s'est mise sur pas mal de joueurs. Il y a pas mal de joueurs qui n'étaient pas très heureux de leur situation sur le moment. Et
Je pense que c'était tout un mélange de points négatifs qui ont fait que ça a ni aidé le coach ni le club. Et en comparant maintenant avec l'Arsenal d'aujourd'hui, où il y a beaucoup plus de jeunes qui n'ont pas connu de très belles choses encore dans le football, c'est plus facile, je pense, à emmener vers le haut que des joueurs qui ont connu des choses incroyables, qui ont eu de grands trophées, de voir qu'ils sont toujours dans cette équipe qui ramait un peu. Je pense que c'est là où il y a eu beaucoup de... Je trouve pas le mot, mais de déception ou de frustration. Ouais. Toi, à ton niveau, il n'y en avait pas? Non, parce que... Tu jouais? Je jouais à Lyon, j'ai pas connu de très très grandes choses. À l'équipe de France, j'ai quasiment inconnu. Donc pour moi, c'était toujours beau. Avec Emery, on allait en finale d'Europa League, c'était pour moi incroyable. Donc moi, je pense que j'étais encore au niveau du projet. Je pense qu'il y en a, ils étaient peut-être trop par rapport au club. Ouais. Je te demande pour la frustration parce que on a le même âge tous les deux. On a grandi avec un Arsenal. Quand je regardais l'Angleterre, c'était soit Manchester United, soit Arsenal au départ, quand je suis tombé amoureux de la Première Ligue. Donc pour moi, quand j'essaie de me mettre à ta place, je me dis je rejoins Arsenal, je rejoins cette ambition-là. Même si la réalité est différente au moment où tu rejoins le club, mais je rejoins le Arsenal pour être dans le top 4, etc. Finalement, vous n'y êtes pas. C'est pas dire tu, parce que c'est pas toi, c'est tout le club et l'équipe qui n'y est pas. Il n'y a pas ce sentiment-là de se dire, mais moi, je suis venu aussi pour aller jouer la Ligue des Champions. Ouais, je me corrige. Il y a la frustration en fin de saison de voir que tu n'y es pas en... Le résultat, d'accord. Mais sur comme ton qu'il cas arrive, personnel. tu démarres une nouvelle saison, tu sais que tu n'y es pas, donc autant être positif et penser pour l'année d'après et savoir que si tu vas en finale de l'Europa League, tu la gagnes, tu vas y aller. Donc, à la fin de la saison, il y a la frustration de se dire qu'on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs, mais moi, dans la saison, j'ai évacué cette frustration et je pense qu'à maintenant et à demain, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est fini, on ne peut pas y revenir et là, on travaille pour atteindre nos objectifs. On le fera ou pas, mais bon, pour moi, sur le moment, dans la saison, non, j'ai pas de frustration. Parce que je joue, je marque des buts, je prends plaisir sur le terrain, je suis quand même à Arsenal, je suis heureux quand même. D'accord. Mais je suis conscient de la frustration de ne pas avoir une frustration pendant 5 ans, etc. Bien sûr. Il y a ton pote, Aubameyang, qui t'y rejoint, et qui a une relation, je vais pas te mentir, et les gens le savent, qui suivent l'émission, moi je suis Tottenham, d'accord? Donc on reste, ne t'en vas pas, mais moi je suis Tottenham. C'est pour Tottenham. Après, C'est un scandale. Regarde, même respecta tout le long. Et je l'ai toujours. Mais comment tu vas voir Tottenham d'abord? En fait, c'est un pote qui m'a dit, places, avec la même réaction que toi, il m'a dit, vas-y, j'ai gagné des places pour Tottenham, qui veut y aller? On était en cours, je faisais des cours pour être journaliste là-bas. Et moi, je suis en Angleterre, j'ai pas les moyens d'aller voir un match, je dis, bah, donne. Et j'y vais, ambiance de fou. Merci. Je me suis toujours demandé, les fans de Tottenham, comment ils sont... En plus, toi, t'es mal placé pour me critiquer, parce que sur tout le long où t'es à Arsenal, vous finissez derrière. Ouais, mais on est un peu. Ouais, mais c'est derrière. Et pour l'instant, cette saison, je peux me la raconter. Là, tu peux. Tu peux. Même s'il y a eu 2 claques énervées, je peux me la raconter. Mais ouais, je me l'explique pas. Et après, je suis retourné. Puis j'aime bien l'idée des j'aime pas, moi, arriver et supporter un club qui est déjà en haut, tu vois. Ça m'excite pas, ça. Le côté, allez, Manchester United parce qu'ils gagnent tout, je suis pour Manchester ou pour le Real Madrid, j'ai du mal à... Ouais, mais le truc, c'est que quand t'es petit, que tu grandis, que tu les vois... Ouais, bien sûr. Mais moi, j'ai jamais aimé ça. J'ai aimé le Paris Saint-Germain parce que j'ai grandi à Paris et le PSG galérait. J'aimais le côté on se bat et le succès a une valeur, tu vois. Quand il y a eu le Qatar, j'ai vite perdu d'intérêt. Et en plus, j'étais déjà axé Première Ligue. Et en Première Ligue, j'ai grandi avec Arsenal et Thierry Henry et les Frenchies. Et mon frère était pour Arsenal et ça me fait chier pour un mec. Donc il fallait Tottenham. Je suis désolé. Ça va, l'explication, il tient la route ou elle est éclatée? Ça va. Okay. T'as juste pas de chance, mais... J'ai bien. Où j'en étais, oui. Il y a ton pote, Aubameyang, qui t'y rejoint. Et quand je regardais votre équipe jouer, cette relation, elle a donné envie, je pense, à pas mal de fans de Première Ligue. D'avoir 2 potes qui jouent ensemble comme ça dans un club, qui, dans l'adversité, sont présents l'un pour l'autre. Parce qu'on a vu des situations où peut-être c'était plus compliqué pour toi, on l'a vu lui de venir en aide, et inversement. C'est souvent ça. Ça arrive souvent dans le foot, où c'est rare. Parce que maintenant, tu as évolué avec des potes, que ce soit à Lyon ou Arsenal.
ce niveau-là de relation, il arrive souvent ou pas? Non, pas souvent. Qu'est-ce Pas qui souvent. fait que ça match? Comment ça match, vous deux? C'est un match parce que humainement, déjà, c'est quelqu'un d'incroyable. Malgré tout ce qu'on peut voir, les strass, les paillettes. Ouais. Parce que j'étais le premier à le critiquer avant de le connaître. C'est vrai? Ouais, ouais. Bah, quand il est arrivé, je l'aimais pas. Sachant qu'il venait de Saint-Etienne en plus, donc Ah, ça aide pas. Il fait pas d'effort. il n'y avait rien pour, entre guillemets, pour que je l'apprécie. Et comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences, parce Ouais. qu'au bout de 2-3 jours qu'il est signé, bah, on sentait déjà super bien. Puis après, on a appris à se connaître et j'ai pu voir que c'était un mec incroyable. Je parle de lui parce que Arteta arrive dans le paysage. D'accord? Et là, on sent que le choix qui, sur le papier, paraissait évident de faire soit Alexandre Lacazette, soit Pierre-Emerick Aubameyang, dans un 4-3-3, finalement, il a été repoussé. On l'a mis sur le côté, toi, tu étais plus dans l'axe, il y avait des inversements dans le jeu, mais on a privilégié votre association et on a vu que ça portait ses fruits. Quand Arteta arrive, il est dans une autre idée. Comment tu vis le fait d'être en concurrence directe, pour le coup, avec ton pote? Au début, il n'est pas dans une autre idée encore, parce qu'on Et gagne, vous alignez on ensemble au gagne départ. la cup comme ça. Et avec Nico Pepe à droite. Mais c'est après où je pense que le club a changé de vision, où il fallait enlever les anciens, ou enlever tous les joueurs que euh, Mikel n'avait pas ramenés. En clair, de l'ancienne ère. Il fallait les enlever petit à petit. Et après, tu avais le choix entre euh, le meilleur buteur ou Alex Lacazette. Du coup, ils ont fait le choix d'Obama. Moi, j'étais un peu plus en second plan. Mais après, moi, je sais il me reste 1 an de contrat. Je suis heureux à Londres. Je commence à avoir une famille, donc je relativise beaucoup. Et je prends les derniers instants, les derniers moments. Et je sais qu'après, je pourrais partir en étant heureux d'avoir eu 5 ans à Arsenal. Pour toi, c'est clair, quand cette situation elle se met en place, tu me dis, il reste 1 an de contrat. On a longtemps spéculé en Angleterre sur le fait que peut-être que tu vas rester, surtout qu'il y a un tournant, on va en parler du Capitana, mais pour toi, c'est clair depuis le départ que, Ouais, c'est clair, que c'est tu clair. dois Même partir. entre le coach et moi, c'est clair que D'accord. euh, il me reste une saison. Il m'a dit, on sait jamais, mais bon, comme je t'ai dit, je connais le football, donc je sais que à la fin de la saison, je vais partir. J'ai souvent abordé la question du est-ce qu'on sent, ou quand est-ce qu'on sent qu'un prime s'en va? On sent quand on est dedans, quand on arrive dedans, tu vois, quand tu arrives à Arsenal, je veux dire, c'est écrit sur le papier que tu es dans un moment clé et charnière de ta carrière et que tu vas briller et que c'est top pour toi. Quand tu reviens à Lyon, pour moi, tu es très performant. Mais est-ce qu'au moment où tu quittes Arsenal, avec tout ce que ça représente pour toi, il y a une approche de... là, je suis sur la pente descendante. C'est surtout que je fais pas la meilleure des saisons dans les stats. Parce que dans le football, je sais que j'étais bien quand je quitte Arsenal. C'est juste que mes stats, elles n'ont pas suivi. Ouais. Parce que j'ai joué différemment aussi cette dernière saison et j'ai manqué d'efficacité, pour être honnête. Mais je sais que la même saison avec quelques buts en plus, on m'aurait vu différemment. Genre, les gens auraient eu une vision différente de moi sur ma dernière saison. T'es un top coéquipier. Je voulais aborder cette notion des gens, tu vois. Et c'est bien, c'est toi qui fais la passe décisive, donc merci. Y a des joueurs comme ça, on a parlé d'Olivier Giroud, pour qui je trouve qu'il y a une injustice dans... Même si c'est en train de se rééquilibrer un petit peu, je trouve que les gens sont en train d'apprécier ce qu'il est à sa juste valeur. Mais toi, à Arsenal, il y a de ça un peu à mes yeux. Un côté, on n'est pas tendre avec toi et on t'attribue pas la place que tu mérites. Je trouve que dans un effectif, t'es nommé capitaine à la suite d'un souci avec Pierre-Emerick, mais t'es capitaine. Ça veut dire que dans le club, tu es important, dans le vestiaire, tu es important, et dans le jeu, tu es important quand tu es sur le terrain. Pourtant, on a toujours senti, je ne vais pas parler pour les autres, j'ai toujours senti, Alexandre Lacazette, c'est bien, mais tu l'as ressenti ça, toi? Oui, j'ai senti parce que, comme je t'ai dit, quand j'arrive à Lyon, les supporters, ils s'attendent à Ouais. un jeune centre de formation, que ce soit Karim Benzema. Maintenant, quand je signe Arsenal, et je le savais avant,
ils s'attendaient à voir Thierry Henry. Sauf que Thierry Henry, il n'y en a qu'un seul, hein, et c'est bien pour ça que c'est lui le roi. Mais je savais qu'en signant Arsenal, il allait avoir cette pression du français, en plus antillais, qui arrive à Arsenal, donc il faut que il fasse du Thierry Henry. Sauf que vu que j'ai pas fait du Thierry Henry, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont discuté, qui ont parlé comme ça. Mais t'en as souffert? Non. T'arrives à prendre de la distance par rapport à ça? C'est facile de prendre de la distance par rapport à ça? Je pense quoi que je fasse, il y aura toujours des gens qui vont critiquer. C'est sûr. Au final, ces gens-là, je sais qu'ils auraient aimé être à ma place. Moi, je suis heureux, je joue au football, je suis en bonne santé, ma famille est en bonne santé. Maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, ça changera ni mon match précédent, ni le prochain. On a parlé de saison où tu as tout pété, que ce soit à l'OL, de saison où tu es très performant, titulaire dans un club important comme Arsenal. Il n'y a pas la Ligue des Champions, mais quand on est en Première Ligue, ça compense un peu. Euro 2016, t'y es pas. Mondial 2018, t'y es pas. Est-ce que tu as eu des explications? Est-ce que, quand je te dis ça, il y a un sentiment très précis qui revient ou pas? Quand j'énumère le fait que, malgré la super carrière que tu as eue, tu n'es pas dans ces deux événements-là, est-ce qu'il y a un sentiment tout de suite qui revient ou pas? De la déception? La déception. Je n'irai pas jusqu'à injustice, mais plus de la déception. Toi, tu n'irais pas jusqu'à injustice. Ok. Bah, c'est moi qui vais le dire. Moi, je trouve injustice. Après, on ne peut pas prendre tout le monde. Mais moi, comme la majorité, je pense, des suiveurs de l'équipe de France et du foot en général, étaient très surpris de ne pas te voir à l'Euro, déjà. Parce que tu sors de belles performances, parce que il y a eu la saison d'avant, meilleur buteur de Ligue 1, il y a un transfert important à Arsenal. Je vois pas ce qu'un joueur peut faire de mieux à part signer au Real Madrid. Mais, finalement, tu es performant. Dans l'idée, toi, au fil de ces saisons-là, l'Euro est un objectif ou pas encore au vu de son statut en équipe de France? Non, ça restait un objectif, oui. J'avais l'objectif d'aller à l'Euro, de faire une belle saison pour après y prétendre. À quel moment tu comprends que ça va être plus compliqué que pour d'autres? Parce que nous, jusqu'au bout, jusqu'à ce que la liste soit vraiment prononcée devant tout le monde... Un peu avant, je pense, je m'y attendais. T'as un coup de fil? Jamais. T'as pas de coup de fil pour te dire que tu vas pas être pris? Non, mais il va pas... Non, mais il l'a fait pour certains. Ouais, des cadres, je pense. D'accord. Je pense pas qu'il ait appelé 50 joueurs français pour leur dire « je te prends pas ». Comment tu vis ça, toi? Moi, je reste dans mon coin et j'essaie de relativiser comme je peux pour pas être abattu, on va dire. Mais sur le moment, c'est sûr, c'est dur. C'est pas facile, mais là, je me rappelle pas vraiment, mais je pense que j'ai dû relativiser comme je pouvais. On repart facilement au boulot après? Oui. Ouais. Parce qu'il y a les vacances, donc ça va. Ok. Mais pendant les vacances, tu coupes tout ou tu suis les bleus? Non, je suis les bleus. Je suis allé voir, il y avait mon pote Sam qui jouait. C'est vrai, à ton pote Sam. Mais au-delà de ça, tu restes à fond de rien. Je suis allé voir jouer 2-3 fois au Stade de France. Ok. D'accord. J'ai demandé à un sponsor personnel d'avoir des places. Ok. Mais ouais, je suis allé voir supporter mes potes. Oui. Tu me disais, quand tu voyais Lyon, t'étais dans le... Ah, j'aurais pu m'amuser quand même. Quand tu regardes l'équipe de France, il y a ce même sentiment qu'elle a? Non, parce que je me dis, si je suis même pas dans le 23, alors j'aurais même pas pu espérer être dans les 11. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois ce que tu veux dire. Mais cette phrase, elle me perturbe en fait. Cette phrase de « je suis pas dans les 23 ». T'étais pas dans les 23 meilleurs joueurs français à ce moment-là. Avec les statistiques que tu avais, avec le club que tu rejoins, t'es pas dans les 23 meilleurs joueurs français. Objectivement, tu le penses. La sélection, c'est plus les 23 meilleurs joueurs français. C'est un groupe. C'est un groupe de 23 qui cohabitent bien ensemble. Et ça, tu le comprends à l'époque ou tu le comprends aujourd'hui avec la... Là, je l'ai compris maintenant. D'accord. Je pense qu'avant, ils prenaient les 23 meilleurs joueurs français pour aller dans une compétition. Maintenant, c'est 23 joueurs français qui cohabitent très bien ensemble. Et qui peuvent, malgré tout, gagner des choses. 2018, l'approche, elle est différente du fait d'avoir connu la déception de l'Euro 2016 ou pas? Ouais, elle est différente parce que je me dis que maintenant, à chaque match, je dois tout donner et prouver que je dois rester dans le groupe. Et tu y vas avec
plus de méfiance sur le fait de ne pas y être, ou avec tout autant de détermination et d'envie d'y être? Non, détermination, envie d'y être. Parce qu'en plus, dans le groupe, il y a Sam, il y a Coco, il y a Griezmann, il y a Nabil. Donc je me sens encore mieux dans le groupe aussi. Plus de détermination, je dirais. Et ton rapport à l'équipe de France, il est un peu plus régulier, quand même. Tu sais, en préparant, je parlais avec Lucas, qu'on ne voit pas, qui est derrière la caméra, qui me suit partout, mais lui, il est fan de l'OL, et je lui disais, c'est quoi le dernier match d'Alexandre Lacazette en équipe de France? Et il me dit direct, c'est le 2-2 contre l'Allemagne, doublé. Ah ouais. Je regarde la date, 2017, et je me dis, comment un joueur qui est à Arsenal, aussi important, qui claque un doublé en équipe de France contre l'Allemagne, en dernier match, peut ne pas être à la Coupe du Monde. Il t'a fallu un temps, toi, pour le comprendre et l'accepter, ou c'était tout de suite clair dans ton esprit? Non, il m'a fallu un temps. Et puis après, tu sais, dans le monde du foot, ça parle beaucoup. Les journalistes sont au courant de beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de choses qui me sont revenues. Et après, j'ai compris, tout était évident. Il y avait déjà l'écho avant la liste, cette fois encore, il y avait l'écho déjà de tu seras peut-être pas. Non, avant la liste, non. Il y a plus... ils disent souvent que si t'es pas là dans la sélection de mars, faut pas penser à être dans la... Ah ouais? Ouais. À l'époque, ça se disait. Je sais pas si ça se dit toujours. Et à moins d'être le joueur surprise, tu sais, souvent il y a le joueur surprise. Oui, c'est vrai. Qui sera content d'être dans le groupe et qui pourra jamais se plaindre. Euro 2016, t'y es pas. Mondial 2018, t'y es pas. Aujourd'hui, avec le recul, lequel est le plus douloureux? 2018. Pourquoi? Parce qu'il y a les copains que tu m'as... Il y a les copains parce que mon dernier match, j'ai mis doublé contre une grande nation. Et je pense qu'à ce moment-là de ma carrière, je suis un joueur affirmé qui peut vraiment assumer les grands matchs à haute pression. Donc ouais, 2018, ça fait plus mal. J'aborde ces sujets-là parce que pour moi, c'est important déjà de montrer que un joueur de foot, c'est pas juste un mec qui met un maillot et puis quand il a fini, il l'enlève et il s'en fout. C'est important pour moi. Mais ce que j'aime comprendre, c'est dans certaines situations, la capacité de résilience de chacun. L'équipe de France, c'est un peu le Graal. Est-ce qu'il y a un moment où tu sens, après ce mondial-là, est-ce que tu sens que tu es banni de ce groupe-là tant qu'il est en place? Ouais, totalement. J'ai fait réserviste en Coupe du Monde Brésil, réserviste à l'Euro en France, réserviste à la Coupe du Monde 18. Ouais. Où à chaque fois, il y a d'autres joueurs qui passent devant moi. Je me dis, bon, ça ne peut rien d'espérer, quoi. J'ai parlé de la capacité de résilience. Comment on accepte qu'on est banni du Graal? Et on rebondit. On a dit équipe de France, c'est le Graal. Comment tu acceptes, en tant que grand compétiteur que tu es, de continuer en te disant je suis privé de ça? C'est ça qui me fascine un peu. Du coup, on revoit les plans et on se consacre à 100% pour le football en club. Et ça suffit en grand compétiteur que tu es? Ça suffit. La réalité, c'est que j'ai pas le choix. D'accord. Donc au final... Tu te lèves pas avec une frustration, une boule au ventre de te dire... pendant un moment, c'était dur à chaque fois, à chaque rassemblement, de voir qu'il y avait les sélections, les matchs, tout ça. Maintenant, ça fait pas mal d'années, donc c'est devenu normal. D'accord. Dernière question, avant un petit jeu de la fin. Tu retournes à Lyon. La décision, tu la prends quand? Fin mars. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? J'ai l'Espagne, j'ai des clubs en Italie, j'ai un autre club français. Ok. On dira pas l'autre club français. D'accord. Et comment tu la prends cette décision? Parce qu'en vrai, t'es pas vieux, t'as encore de belles années devant toi. Il y a la possibilité de découvrir l'Espagne. Avec ton jeu, on se dit que ça peut bien matcher. Comment tu prends la décision alors? Je prends la décision parce que déjà le club, il est pas dans une... il est pas bien. Il est un peu malade à l'époque.
quand j'arrive. Euh, que ça fait 5 ans que je suis loin de ma famille et mes amis au quotidien. Que je peux encore marquer l'histoire de l'OL. Et retrouver l'amour des supporters de l'OL, ça m'avait manqué aussi. Après, j'ai l'Espagne. Les clubs en Espagne, j'étais pas convaincu de leur stabilité. Et j'avais pas envie de encore retourner dans un bourbier où ça change de directeur sportif, de coach, etc. Donc, moi, au fond de moi, Lyon, ouais, je vais y retourner. Mais je me dis, on sait jamais d'ici là, est-ce qu'il n'y a pas un autre truc qui va arriver sur les 3 derniers mois. Mais au fond de moi, je sais que je vais rentrer à Lyon. Ok. Je te propose de faire un petit jeu sympa. Pas de souci. Question plus légère, tout aussi franche. Tout aussi franche. La première, dis-moi, si tu as une anecdote pour l'accompagner, je prends, qui est le meilleur coach qui a travaillé avec toi sur toute ta carrière. J'ai dit franche et légère, j'ai pas dit pas malaisante. Je te mets dans la sauce Non, tout de suite. non, le meilleur coach, tu parles. Ah, c'est selon tes critères à toi. Que ce soit dans la relation humaine, que ce soit technique, le coach avec lequel tu as pris le plus de plaisir. Je peux pas en dire que. Ah, mais Relations humaines, c'est Bruno Genesio. Ouais, je m'y attendais. Carrément, il m'appelait Guada, il m'appelait même pas. C'est vrai? Ouais. Il me connaissait trop bien, il savait. Parfait. Et tactiquement, c'est Arteta. Ah, bah ça, je suis curieux parce que au vu du parcours, on pourrait penser que tu le cites jamais. Si, tactiquement, c'est Arteta. Ah ouais, niveau football, j'ai appris énormément avec lui. C'est incroyable. Nicolas Pepe, il dit la même chose que toi alors qu'il a connu une situation très compliquée pour parce lui. que la vérité, c'est que même si au final, il te met sur le banc, t'as quand même appris durant toute la semaine. Ok, donc il y avait un vrai plaisir des entraînements, de tout ça. Ouais. D'accord, top. Le plus grand blagueur que tu as connu dans un vestiaire? Ah bah merde. Ça va un peu. Il y a une blague qui te vient à l'esprit, hein, c'est un moment qui te vient à l'esprit ou pas? Non, comme ça, non. Attention, il y a une petite fille aussi. Hein. C'est toi qui as choisi, hein? Ouais, je garde Aubameyang. Tu gardes Aubameyang? Ok. Si tu as une anecdote qui vient d'ici la fin, fais-moi signe. Le plus grand dribbleur, celui qui mettait la misère à l'entraînement. Que j'ai joué avec? Ouais, que tu as vu à l'entraînement. Ben Arfa. C'est sûr, il n'y a pas d'hésitation. Bah, j'étais choqué de le voir qu'un joueur de foot pouvait dribbler comme ça. Ah ouais, à ce point? En fait, j'avais tellement entendu parler de lui sans l'avoir vu Ouais. que quand je l'ai vu, j'ai dit ah ouais, je comprends maintenant tout ce qui se dit sur lui. D'accord. Ok. Le chouchou des coachs. Le chouchou des coachs. Cacré. Ouais. On sent une sincérité dans la réponse. Petit gendre idéal. C'est vrai qu'il a la tête du gendre idéal, c'est vrai. Le plus gros tricheur à l'entraînement. Le plus gros tricheur à l'entraînement. Je serais tenté de dire Coco en ce moment, Tolisso. Ouais. Ah, il triche? On va dire que il est pas très honnête. Il est pas fair play. En fait. Ok, d'accord. Voilà. C'est mieux fair play que pas honnête, c'est mieux. Ouais, ça il est passe pas mieux. fair play du tout. D'accord. Papa, ta plus grande surprise, positive ou négative, dans un vestiaire en termes de personnalité? Tu m'as parlé d'Aubameyang tout à l'heure. Tu m'as dit qu'il était... Ouais. Tu l'aimais pas? Ouais, mais j'ai déjà dit, donc on va Ah bah, tant mieux. parler de quelqu'un d'autre. Surprise. Oh, c'est compliqué comme question, ça. Je t'ai dit. La plus grande surprise dans un vestiaire. Finalement, on va rester sur Aubameyang. Hein. Tu te l'as raconté à me dire, ouais, je vais te donner autre chose. D'accord. Merci. Regarder, hein. Le coach qui criait le plus fort dans le vestiaire? Alors, c'est sûr que c'est pas Rémi Garde. Arteta. Hein. Arteta? Ouais. Ouais, on a vu Amazon Prime, on a vu. Ouais. Pour l'occasion, je dois dire un grand merci à Puma qui nous permet d'être ici et d'avoir un moment privilégié avec Alex. Ça va, t'es heureux? J'ai vu qu'il y avait toute une organisation pour te recevoir aujourd'hui et mettre en avant la nouvelle chaussure et ton partenariat avec Puma. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de joueurs récemment qui ont rejoint la marque. Je pense à Neymar, je pense à Grisou, je pense à tes potes aussi, Samuel Umtiti et Nabil Fekir notamment. Le petit truc, l'enthousiasme, comment tu as été convaincu de rejoindre la marque? Bah, pour être honnête, on en parlait beaucoup avec Sam. Ok. Et, Sam qui me disait de venir avec Puma.
de signer pour eux. Et puis, je les ai essayés et j'ai vu que la marque avait progressé dans la qualité des crampons. Du coup, pour moi, c'était le plus important, le confort sur le terrain. Et en plus de ça, dans le lifestyle, ils sont assez bons. C'est stylé quand même. Ouais. Il y a pas mal de tenues qui sont stylées. Non, j'aime bien, ils sont dans la mode, dans l'air du temps, donc c'est intéressant. Ouais, j'aime bien. Je t'ai vu faire toutes tes photos, j'ai trouvé que c'était très classe, pas mal. C'est flashy, mais pas trop, comme on aime. Ouais. Pour l'occasion, en plus, ils ont fait les choses en grand. Il y a le beau cadre derrière toi, mais regarde, j'aurais aimé que ça vienne de moi, mais je vais pas leur voler la vedette. Tiens, un petit présent de la part de Puma, pour l'occasion. Oui, Je crois qu'il y en a une pour moi. Je suis pas sûr, mais je crois pas. qu'il y en a une pour moi. Je suis pas sûr. Le 4000. On parlait du style, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Ouais. Bon, je vais la mettre après. Tiens. T'as vu? J'aime beaucoup. Hein. Merci Puma. Alex, merci beaucoup. Merci à toi. T'as passé un bon moment, ça va? Très très bien. Top. Bah écoute, j'espère que c'était le cas aussi de l'audience. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ce nouvel épisode de Call Interview avec encore une fois des anecdotes dingues, un invité de fou. Et on continue ensemble parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.